Bonjour à tous, salut Pascal. Ciao. On se fait un deep dive sur l'IA, ça va trop vite. Il y a plein de choses qui se passent. Ça mérite de creuser, surtout après l'annonce et la release de Search GPT, qui va vraisemblablement révolutionner l'industrie du search engine. Je crois que Google est en train de suivre malgré de super bons résultats, où ils continuent à faire de l'argent, où ça va pas être facile de les disrupter, mais il y a énormément de changements. Alors ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change, hein. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que ça n'avait pas changé depuis longtemps. En fait, la fois précédente, c'était Yahoo. Avant Yahoo, il y avait AltaVista. Avant, il y en avait d'autres. Mais disons, Google, ils étaient quand même bien installés. Alors, il y a pas mal de commentaires à faire. Alors déjà, pour les auditeurs, si vous n'avez pas essayé la feature de ChatGPT, faites-vous un compte, c'est gratos, allez-y, essayez. Je ne sais pas si le compte gratuit permet de faire de la recherche, j'imagine que oui. Mais en gros, on pose une question à ChatGPT, même en lui fournissant une photo. J'ai cueilli ce champignon, qu'en penses-tu? Est-ce que je peux le manger? Et puis en fait, si besoin, il va aller chercher sur Internet pour voir s'il y a une news qui concerne, qui peut aider pour la réponse. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que ça fournit une espèce de résumé des 5 premiers liens que vous trouveriez dans Google. Puis ça vous écrit en fait une diatribe qui résume une réponse. Enfin, ça propose une réponse, puis après ça donne quelques liens pour aller plus loin et puis vérifier l'information. Donc c'est vraiment une autre manière de faire du search. Ce Et elle qui est est bienvenue. Elle est ah bienvenue parce ouais, que c'est vrai que en termes d'expérience utilisateur, c'est pas ouf quand tu dois te taper 10 pages ou 10 sites et aller chercher la news. C'est que tu veux avoir quelque chose de condensé et de rapide et que tu veux être sûr que l'exactitude, enfin que ça soit ouais, correct et il n'y ait pas d'erreur. Et ouais, ouais. donc, Non, non, mais est-ce que absolument. tu dirais que Google a tardé à faire ce changement Hmm. parce qu'ils sont C'est, pas c'est- bêtes non plus, hein. Non, puis il faut quand même pas oublier que c'est eux qui ont publié le premier papier qui a permis au LLM d'exploser, hein. C'est c'est dans leur centre de recherche en fait que le papier il a été publié, enfin un des papiers, disons, qui a mis le feu aux poudres, qui a permis cette révolution. Donc ils ont activement participé, ils ont racheté DeepMind, qui a fait AlphaZero, qui a gagné aux échecs. Ils ont fait un bot qui gagne au jeu de Go. D'ailleurs, si vous tapez dans YouTube Alpha, c'est comment? AlphaGo, euh, jeu de Go, Victory, Google. Il y a un reportage qui fait un peu plus d'une heure où ils montrent en fait comment ils ont réussi à gagner au jeu de Go. Ça montre en fait la force de Google dans ce domaine. Ils ont reçu un prix Nobel il y a une semaine. Je veux dire, c'est les kings. Maintenant, Google, si vous allez dans Google Finance, vous tapez Google, le nom du stock, il s'appelle Alphabet. C'est la maison mère. Donc, c'est pas que Google. Aujourd'hui, ce qui génère beaucoup d'argent dans Alphabet, donc Google, c'est évidemment le search. Alors, la recherche, c'est le fait qu'ils ont monétisé cette recherche, ça fait que ça diminue aussi la qualité de l'expérience utilisateur. Parce que si les 4 premiers liens que tu reçois, c'est des liens qui sont sponsorisés, tu dois scroller vers le bas pour trouver des choses qui sont pertinentes. Puis des pubs, tu en as à chaque page. Donc, en fait, le fait qu'ils en aient fait une vache à lait, ça diminue un peu la qualité de l'expérience. Aujourd'hui, OpenAI, il n'y a pas de publicité. Ça viendra. C'est évident. Et ça risque aussi de rendre l'expérience utilisateur un peu moins bonne. Et à l'évidence, si les gens commencent à payer pour apparaître en haut des résultats de ChatGPT, ça devra être signalé comme une publicité. Ouais. D'accord? Mais est-ce que Donc, tu penses qu'ils vont se diriger là-dessus? Parce que justement, nous, enfin, depuis qu'on utilise ChatGPT, c'est justement pour avoir ces informations rapides et où tu n'as pas envie forcément de passer du temps dans ta recherche. Donc, on pourrait imaginer d'avoir quelque chose de forcément payant, peut-être. ça peut-être qu'il y aura un truc sous abonnement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 5% des utilisateurs de ChatGPT qui sont des utilisateurs payants.
Vu les valorisations de plus de 150 milliards de sociétés, ce qu'ils vont certainement faire, c'est qu'ils vont habituer le monde à fonctionner avec ChatGPT. Puis une fois que tout le monde l'aura, ils ils vont rendre ça payant. Ça, ce serait un bon scénario au sens où ça éviterait un peu ce truc publicitaire. Mais on verra, peut-être qu'ils n'arriveront pas à résister ou qu'ils vont trouver une autre manière de monétiser ces résultats de recherche. Je ne sais pas. À ce stade, c'est difficile de dire, mais ce qui est certain, c'est que pour Google, dont une grande partie du profit vient de la publicité liée à la recherche, ils ont en fait grandement contribué à faire émerger ce nouveau domaine. Et puis là, ça les embête pour les sous qui sont liés, enfin les revenus qui sont, et surtout les profits qui sont liés à la recherche. Là, j'ai les chiffres devant moi. Euh, Si on inclut les publicités qui sont dans Gmail, Google Maps, Google Play, c'est 175 milliards par année. Ça fait quand même Wow. beaucoup, hein. Euh, bon, c'est quand même impressionnant. Donc, tu remplaces pas un revenu pareil en deux claquements de doigts, simplement parce que les échelles sont faramineuses. Mais moi, j'avais écrit un article sur pourquoi je pensais que Google allait s'en sortir. Euh, Même admettons que dans 10 ans, le revenu qui est lié à la recherche il disparaisse. Il faut pas oublier qu'Alphabet, ils se sont déjà énormément diversifiés. Ils font des voitures autonomes Waymo. Ça veut dire que en Californie, tu peux appeler un Uber et en fait, c'est une voiture sans chauffeur qui vient te chercher. Ça, c'est déjà une réalité. Donc ça, c'est tout le business du transport. Euh, et ils ont des tas d'autres entreprises dans la santé. Ils ont vraiment diversifié leur portefeuille de produits. Ils sont actifs en robotique, etc., etc. Donc, c'est pas du tout exclu qu'en fait, ils ont commencé ça en 2015. En 2015, ils savaient déjà en fait qu'il fallait penser à l'après et ils m'ont l'air d'être assez bien armés. Et puis, en attendant, si quelqu'un est investisseur dans Google, en attendant, ils font quand même des revenus de dingue. D'accord? Et ça ne diminue pas. D'ailleurs, leur stock, il va bien, hein, il n'y a pas de, il y a pas de gros problème. Alors, on voit une espèce d'horizon un peu plus chargé en nuages. Mais en tout cas, pour le moment, les revenus du search sont toujours là et ils ont déjà commencé une diversification il y a une décennie. On a connu pire. Tout ça dans une société qui génère des milliards chaque mois. Ouais. C'est pas la pire des situations. Mais c'est vrai que ça pourrait aller relativement vite parce que comme ils ont une espèce de monopole, ils gagnent vraiment énormément d'argent. Alors, ce qui va se passer aussi, il y a un procès aux États-Unis en fait qui a pour objectif de morceler Google, hein, de le couper en morceaux parce qu'ils ont un monopole. Il y a des tas de théories qui circulent. Est-ce que ça va se faire, pas se faire? On n'en sait rien. Mais admettons que ça se fasse et puis qu'ils mettent YouTube d'un côté, Google de l'autre, etc. La partie cloud, donc hébergement qu'ils ont aussi, qui elle est en train d'exploser d'ailleurs. Hein. Ils gagnent énormément d'argent, c'est en train de grandir très vite. Donc ils se sont beaucoup diversifiés. Puis s'ils se font couper en morceaux, c'est pas forcément la fin du monde. Peut-être que ça les aidera même en fait dans cette transition parce que ça permet d'isoler en fait ce qui vient des revenus qui viennent des résultats de recherche. Mais je pense que c'est une transition qui va prendre du temps. Ça va pas se faire en 2 minutes. Puis Google, ils ont la peau dure, ils sont bons en IA, ils vont pas te laisser faire comme ça. Il faut aussi voir qu'ils ont énormément de sous pour payer cette transition. Je veux Ouais. dire, c'est pas comme une société qui est prise à la gorge parce qu'elle n'a pas les sous pour tenir d'ici qu'elle ait trouvé un nouveau modèle. Là, ils ont vraiment des moyens qui sont absolument gigantesques. J'aimerais avoir ton point de vue justement sur parce que si SearchGPT vraiment réussit à le faire, ça va avoir une incidence considérable. Déjà d'une pour l'expérience utilisateur par rapport à la pertinence des sites internet, parce que maintenant voilà, si tu cherches quelque chose et puis on te donne la réponse instantanée sans que tu aies besoin d'aller sur un site, ben ça va être ça va être la fin des sites internet. Et la deuxième chose, tu parlais des 175 milliards générés par Google, justement, de revenus. Mais tu as aussi, de l'autre côté, ben, tous ceux qui payent, tous les annonceurs qui, justement, gagnent du business par rapport au moteur de recherche de Google. Donc, tu as vraiment une réinvention, ça va être un tremblement de terre, hein, j'imagine,
pour ceux qui obtiennent du business justement par de la pub sur Google et qui, du jour au lendemain, pourront plus le faire? Ben, oui et non, parce que de toute manière, admettons en fait que le modèle d'affaires de Google continue comme il est maintenant. Mettons que ChatGPT n'y arrive pas pour une raison. Parce qu'il y a, alors, déjà, il n'y a pas que OpenAI et ChatGPT, il y a aussi Perplexity. Ouais. Perplexity.ai, super outil. Et en fait, il vous rédige une réponse en donnant les sources, en cherchant sur Internet, ce qui est absolument génial. Mais admettons que ni Perplexity ni OpenAI n'arrivent à significativement entacher le revenu et les profits de Google. Ben, si le métier d'un des auditeurs, ça consiste à convaincre un client de dépenser 30 centimes par heure pour placer des ads, il faut qu'il se pose la question de savoir si ça va pas être remplacé par une IA. C'est probablement ce que Google est en train de faire. En fait, ils vont aller analyser ton site web, en analyser le contenu, regarder qui vient sur le site web, qui vient pas, qui achète pas, puis proposer, en fait, d'acheter les bons keywords. C'est pas, je crois pas que à terme ce soit un domaine où les humains puissent rivaliser. Là où les humains seront bons, c'est pour définir une stratégie, essayer de comprendre si on fait les bonnes choses, est-ce qu'on a les bons produits, les bons services, est-ce qu'on les vend au bon prix. Quoique, l'IA, ça aide quand même pas mal pour ça. Mais disons, pour ce qui est de choisir et de placer des AdWords, je pense que de toute façon, si on est dans ce business, c'est la disruption assurée. Même si en fait Google reste dominant, parce que s'il reste dominant, ça veut dire que dès que tu as un site web, ils vont te proposer, ils vont te dire, ben voilà, pour $15, résultat garanti, on vous amène plein de trafic. Ils vont le faire, c'est sûr. Ouais, ouais, mais c'est vrai moi je reste assez perplexe, hein, justement du fait de cette monétisation et d'avoir un site. Parce que si tu regardes, tu as beaucoup de gens aussi qui vont faire des achats ou qui vont prendre des décisions justement en regardant tout ce qui est Instagram, C'est vrai. TikTok, etc. Et puis tu te dis, bon, au final, pourquoi aller sur Google, tu vois? Et j'ai lu un article ou un post, je sais plus, et puis tu voyais pas mal de personnes qui justement avaient mis ChatGPT comme sur Chrome comme défaut en fait, où ils veulent plus passer par du Google Chrome Ouais. pour tout ce qui est recherche. Bah, ça dépendra en fait de la capacité à OpenAI de fournir des résultats en fait qui soient pertinents. Si en fait ChatGPT arrive à comprendre à cause de ton contexte, la manière dont tu as formulé ta question, qu'en fait ce sont ces trois liens qui vont t'intéresser, c'est extrêmement puissant. C'est pas si facile à faire à mon avis parce que parfois en fait ce qu'on veut c'est autre chose et puis qu'on n'a pas su l'exprimer. Google c'est un vrai outil de recherche un peu comme dans une bibliothèque qui te permet de trouver les bons livres. Et Ouais, parfois, en fait, c'est cette référence que tu veux. Donc, il va rester une partie pour Google. Je pense quand même que le site Internet, ça reste un élément important d'une entreprise qui se veut crédible parce qu'elle peut communiquer différentes choses. Puis que c'est vraiment un élément de crédibilité. Donc, ça va probablement demeurer. Mais c'est certain qu'il n'y a plus cette unicité du canal de communication. Tu as un site Internet, c'est bon, c'est réglé. Il faut être connecté sur WhatsApp pour le support, le tech support. Il faut être sur Instagram ou TikTok ou autre. Ou comme nous, en fait, on est sur YouTube. C'est un peu la même chose qu'on fait. mm, Le fait qu'on existe sur YouTube, c'est une manière, c'est un peu un site Internet nouveau. Allô? ouais, Et je pense que dans quelques années, en fait, c'est pas que le site Internet va disparaître, mais il va être complété par d'autres moyens de communication. Alors, les gens comme toi qui ont quelque chose à dire, ils peuvent s'exprimer sur YouTube, puis en fait, ça leur donne une crédibilité. Ça montre en fait que tu es brillant et puis que tu peux apporter un conseil qui est favorable. que je suis Mais, brillant. bah oui. Et, et, euh, mais oui, mais parce il faut avoir du coffre en fait pour le faire et puis toutes les semaines commenter l'actualité puis s'exposer comme ça sur un canal YouTube ou les gens qui font mettons 10 millions de vues sur TikTok, ils ont du talent en fait. C'est vrai. Il suffit pas, c'est pas si simple. Et moi je pense que pour
les entrepreneurs qui écoutent, en fait, il faut maintenant investir dans ces canaux de communication privilégiés. Il faut essayer. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous rencontrez pas votre public, personne vous écoute, puis vous avez juste perdu votre temps. Soit ça fonctionne et là, c'est bien. Donc, il faut y aller. C'est juste un autre canal de communication. Tu parlais justement de YouTube. Tu as X aussi, Twitter, Mhm. qui est en plein, on va dire, je ne vais pas dire en plein boom, mais qui marche très bien. Mhm. Je ne sais pas combien de millions, de milliards d'utilisateurs. Et là, il y a de plus en plus de rumeurs ou de demandes pour faire de mettre de longues vidéos, justement Mhm. pour disrupter YouTube, qui est un peu plus, on va dire, l'algorithme est un peu plus picky, où on pourrait dire, hein, enfin, les gens vont dire sur Twitter, enfin sur X, tu as beaucoup plus de, comment dire, de liberté d'expression que tu pourrais Mhm. avoir sur YouTube. Et justement, peut-être à un moment donné, tu as Twitter, enfin X, qui va lancer ce features. Et Mhm. ça, c'est une des parenthèses, mais toujours dans la course à l'IA, tu as X AI, justement, d'Elon Musk, qui a fait un bond considérable. On disait justement qu'ils avaient lancé ce cluster IA en 19 jours au lieu de 4 ans, comme le révélait Mhm. le fondateur d'NVIDIA. Et comment tu les vois? Comment tu les vois se positionner par rapport à Meta, par rapport à Google, par rapport à OpenAI, Microsoft? Alors, je dirais que le XAI, c'est autre chose parce que ce qu'ils essayent d'en faire, c'est un digital town hall, donc un endroit où tout un chacun peut s'exprimer et puis faire valoir son opinion, ce qui est bonnard. Alors, il y a à boire et à manger, bien entendu. Ils ont significativement moins d'utilisateurs que les grandes plateformes comme Facebook ou autres. Mais, et je pense que c'est assez vrai, il y a quand même beaucoup de postes de qualité de gens qui ont voix au chapitre. Donc, c'est X.com, c'est une plateforme qui est super intéressante. Euh, c'est assez confus ce qu'ils essayent d'en faire. Parce qu'en fait, ils ont fait sauter la limite des 144 caractères. Maintenant, il y a des vidéos très longues qui sont postées. Je pense que pour des gens qui font du contenu, c'est très bien de mettre sur YouTube, sur X, etc., etc. Il faut pas se limiter, ou même LinkedIn, c'est bien égal. Mais ça c'est vraiment le canal. Maintenant, ce que fait XAI, c'est qu'ils font une espèce de doux mélange entre un réseau social, une IA qui en fait se nourrit de ce qui est posté sur cette plateforme, si possible en temps réel. Et clairement, Musk, il est quand même brillantissime. Il investit des milliards dans ce grok pour faire une IA qui soit décente et performante. Il a raison. C'est d'ailleurs c'était le premier à financer OpenAI, hein, donc c'est pas que il avait pas eu l'idée, hein. Il a, il, il avait vu le truc avant tout le monde. Donc maintenant, en fait, il l'approche d'une manière différente. Et puis, j'ai pas tellement de doutes qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, qui va gagner, combien il y aura de modèles à la fin, c'est très difficile à dire. Mais le fait qu'ils combinent l'aspect réseau social, on peut poster des choses avec une IA qui te permet d'interagir avec ce contenu, ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il n'y a rien qui va empêcher XAI de faire un search, mais ils arriveront aussi à faire un search dans la plateforme elle-même. D'accord? De chercher qu'est-ce que Younes a posté sur X, etc., etc. Et ça peut être intéressant parce que s'ils arrivent à intégrer ce contenu en temps réel, ils peuvent avoir potentiellement quelque chose qui est très différencié. D'ailleurs, la venture qu'il a fait Musk, elle vaut déjà des milliards. Ça a l'air visiblement d'intéresser les gens. Puis quand Musk se lance dans un truc, faut toujours se méfier, hein, en général. Il le fait bien. Faudrait pas le sous-estimer. Ouais, et justement, pour revenir là-dessus, ce qui est intéressant avec X, c'est que tu as toutes ces informations en real time, en fait, que ça soit surtout, Mhm. on va dire, peut-être du mécontentement d'une certaine partie de la population, c'est un peu comme Facebook. Et je lisais un article justement du service d'information du gouvernement français Mhm. qui va commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour détecter tout ce qui est signaux faibles. Donc, je sais que toi, tu es derrière aussi une méthodologie qui s'appelle
prompt future thinking avec manufacture thinking justement, où en utilisant l'IA, tu peux identifier des signaux faibles sur pas mal de choses. Et je trouve ça intéressant de voir justement que l'État français, intéressant, bien ou pas bien, je pense, je suis pas là-dedans, mais va utiliser ça justement pour aider à drafter des policies, pour identifier des mouvements, comme en parlait l'article, genre typiquement le mouvement des gilets jaunes, ils auraient pu l'anticiper avec l'IA. Alors, alors, juste pour préciser peut-être, c'est Prompt Future Thinking, c'était pas moi, c'était vraiment le collectif Manufacture Thinking. Moi, j'y ai participé, mais c'était vraiment pas de mon fait. Mais c'est vrai que ce sur quoi on s'est penché, c'est d'essayer d'utiliser l'IA et de définir une méthodologie pour repérer les signaux faibles et puis ensuite pouvoir prendre des actions derrière pour sortir de ce scénario planning comme on fait dans l'anticipation. Et je pense que le gouvernement français a parfaitement raison. Alors, une manière de le voir, c'est de se dire, ouf, ils vont utiliser ça de manière coercitive pour prévenir l'émergence de mouvements comme les Gilets jaunes. C'est possible, je ne sais pas. Mais une autre manière de le voir, c'est aussi d'essayer de faire démocratie à l'ère du digital. C'est-à-dire que si tout le monde se met à s'exprimer sur une plateforme comme X, Twitter, Facebook, Instagram, etc., puis tous les citoyens ont une opinion, c'est difficile en fait d'avoir un dialogue avec quelques millions de personnes en simultané. Disons, c'est Macron l'avait fait, je crois, après les Gilets jaunes. Il est allé à la rencontre des gens, il a essayé de dialoguer, etc. En fait, c'est bien, il a fait ce qu'il a pu, mais comme il a que 2 mains, puis qu'il a quand même un pays à diriger, il a fait un certain nombre de séances, puis après ça s'est arrêté. Tu peux pas passer ta vie à discuter avec chaque citoyen. Et ce qui est intéressant au niveau du digital, c'est qu'en fait, quand un domaine se digitalise, en fait, il se répand, il devient plus abondant et il coûte moins cher. Ça veut dire qu'en fait, le dialogue qu'on peut avoir de manière digitale pour prendre le pouls de la société, il est en train de changer. On a souvent pensé en fait que c'était grâce au vote digital qu'on allait tout sauver. Moi, je suis pas si sûr. Je pense que c'est en fait la démocratie digitale, c'est autre chose. C'est comment on rentre en lien avec tous les citoyens de manière constante. Et détecter des signaux faibles, c'est rien d'autre que de dire ah ben les gens sur Facebook, Twitter, etc. Ils s'expriment sur ce problème. Et là, l'IA ou un système digital quelconque peut faire émerger ce signal faible. Et puis, les autorités peuvent enclencher un dialogue et puis rentrer en lien avec les gens. Ça peut être aussi très positif. Ça peut être positif. Après, c'est vrai qu'il parlait justement de TikTok, d'Insta, etc. Donc, c'est vrai que d'un côté, tu as ce bénéfice d'utiliser tout ce qui est réseau pour la création de contenu, tout ce qui est IA pour te faire gagner du temps. Mais tu as aussi un peu cette perte on va dire, de liberté, en fait, de privacy, comment je dis ça? Ouais, De liberté privée. Privacy, on dit comme ça. Privacy, ouais. Ouais, voilà, je sais tu vois pas. ce que je veux dire, où tu t'exposes ou... Je comprends. En fait, c'est toujours ça. C'est Stigler, il disait que les technologies, c'est un pharmacone. Ça veut dire qu'il y a de bons et de mauvais usages. Et c'est vrai. C'est comme avec un marteau, on peut taper sur la tête des gens ou bien construire des maisons. C'est comme avec beaucoup de choses. Et en fait, bon, l'État veut prendre le pouls de la société via les réseaux sociaux pour en faire des choux et des pâtés. Ils ont le droit, ils décident que c'est dans l'intérêt du plus grand nombre, très bien. Alors on peut interpréter ça de deux manières. On peut dire, ben, on va avoir plus aucune liberté, puis dès que quelqu'un dit quelque chose qui est pas tout à fait dans la ligne, euh, il aura des problèmes. Ça peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Mais je pense quand même que de soupçonner, de faire l'hypothèse que a priori c'est forcément mal intentionné, ça, moi, je pense pas que c'est raisonnable. Parce que je sais pas si tu as vu ces images tellement impressionnantes de ces inondations qu'il y a eu à Valence. Ouais. Hein? Ouais, Donc voilà, les pauvres, moi j'ai regardé une vidéo hier où tu vois en fait qu'en une demi-heure, on passe d'une rue qui est complètement OK à un truc dingue avec une rivière entre deux maisons et des voitures qui s'entrechoquent. Si maintenant
es à la tête d'un gouvernement, enfin bref, tu dois aider les citoyens parce qu'il y a eu une inondation absolument rocambolesque. Si tu as un outil qui te permet de détecter les appels au secours sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Dans une situation comme ça, tout d'un coup, en fait, c'est bonnard. Puis tu peux commencer à aider les gens. Donc, je préjugerai pas en fait des mauvaises intentions a priori du gouvernement. C'est clair, il faut aussi faire attention à ce qu'ils puissent pas en faire un mauvais usage. Mais la loi, elle reste valide et je sais pas exactement ce qu'il en est en France, mais je pense si ça reste dans le cadre légal et puis qu'en fait on dit collectivement, voilà, ça peut être utilisé pour ceci et pas pour cela, je pense qu'il faut aussi voir en fait les intérêts positifs. On aura aussi toute une série de défis pour s'adapter au changement du climat. Il va falloir être un peu plus réactif. Le fait en fait qu'on ait un outil qui permette de savoir ce qui se passe, c'est voilà. Je prends un autre exemple. Si par exemple toi tu diriges, imaginons que tu diriges une grande société avec 10 000 employés. Ouais. Tu vas pas pouvoir avoir tous les matins un dialogue avec chacun et chacune, à l'évidence. Mais si une IA pouvait pas surveiller, mais prendre le pouls des choses pour détecter des signaux faibles qui seraient annonciateurs de problèmes potentiels, ça te permet de manière complètement bienveillante et pertinente, sans forcément toi-même avoir accès aux détails des conversations, d'être plutôt proactif et puis de résoudre les problèmes avant qu'ils dégénèrent. Et je pense que ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'en fait, on change de siècle. En fait, la manière de communiquer maintenant avec beaucoup de gens, elle prend une forme qui est différente. Et que c'est pas que négatif. Alors, l'article que tu m'as partagé, c'est clair. On pourrait dire que l'État va maintenant surveiller tout ce qu'on fait et puis que si nous, on dit un truc dans un YouTube, de toute façon, ça va être scripté, etc., etc., puis qu'après, on aura tous les ennuis du monde. C'est possible, mais je Ça a doute en été le fait. cas, ça a été le cas pendant les émeutes en Angleterre cet été, où il y a Ouais, certaines personnes qui je ont suis fait d'accord. un post sur Facebook, puis il y a Mhm. la police qui sont venus les arrêter. Ouais, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut que collectivement, la leçon de cette affaire, c'est quoi? C'est que, un, ça fonctionne. Deux, ça veut dire que collectivement, il faut qu'on légifère pour en fait limiter les pouvoirs de l'État. C'est tout. C'est, Pour pousser, excuse-moi, vas-y. non, non, c'est bon. Pour continuer justement dans cette application de l'IA, j'ai trouvé une news assez intéressante qui dit que des chercheurs militaires chinois auraient utilisé le modèle Llama 2 de Meta Mhm, pour développer un chatbot de défense suscitant des inquiétudes quant à l'utilisation de l'IA ouverte, donc mhm. à des fins militaires. Et Meta a Ouais. déclaré que cette utilisation était non autorisée. Donc on voit qu'il y a quand même certains, je ne sais pas si on peut dire certaines dérives, mais justement de l'IA en open source, quoi. Écoute, oui, c'est vrai que bon, je dirais, ils utilisent le modèle Llama 2, donc moi, honnêtement, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais c'est pure propagande. Plusieurs raisons. Premièrement, je vois pas pourquoi, en fait, les militaires chinois, ils se contenteraient de l'AMA 2. Tu vois, comme s'ils voulaient rester comme ça en arrière, alors que maintenant, on est au 3.2. Il y a eu le 3, le 3.1, le 3.2. Je vois pas pourquoi Donc, je trouve cet article bizarre parce que le fait que les militaires chinois, en fait, ils se limitent à un vieux modèle, déjà, je trouve ça louche. Deuxièmement, les Chinois, ils ont aussi des modèles. Donc, comme c'est une espèce de point de vue un peu américain qui dit ah de toute manière si les militaires chinois utilisent une IA ce sera la nôtre. Je crois pas Ouais. du tout. Hein, ils ont WeChat, ils ont largement les moyens d'en développer. Je sais pas exactement où ils en sont, mais un truc dont je suis absolument certain, c'est qu'ils ont compris l'importance stratégique et géopolitique de ces technologies, donc ils sont dessus à fond. Que s'ils utilisent des modèles open source, ce sont les derniers, puis pas des vieux modèles qui datent de 12 ou 18 mois. Et puis, ce que je trouve rigolo, c'est souvent quand quelqu'un fait un commentaire, ça dit plus de lui-même que de la chose commentée. Euh, Là, c'est l'Amérique qui nous dit que les militaires utilisent l'IA. J'aimerais bien savoir quel est l'usage qui est fait de l'IA dans l'armée américaine. Mais je rappelle que un des board members de OpenAI, c'est l'ancien patron de la NSA. Donc, à mon avis, ça leur a pas échappé que c'était une technologie intéressante. Et puis, de toute manière, les technologies qui sont un peu disruptives, elles ont toujours des applications militaires.
Toujours, toujours, toujours. C'est toujours comme ça. Moi, je vois plus cet article comme une espèce de coup de canif dans l'engouement qu'il y a derrière l'open source. Imagine en fait que, je dis pas du tout que c'est eux, mais imaginons en fait que tu viennes d'investir quelques milliards dans OpenAI, qui est un modèle fermé. Ton intérêt, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut qu'il y ait 2, 3, 4 modèles fermés, puis pas d'open source. T'es d'accord? Pour protéger ton investissement. Donc, à mon avis, cet article, il est un petit peu là pour dire non, non, l'open source, il y a des dangers. C'est ça En plus, c'est vrai ce que tu dis. J'aime beaucoup ton point parce qu'il y a justement Sam Altman qui a déclaré ça, qu'ils n'allaient pas faire du open source et puis qu'ils allaient se concentrer sur du fermé. Donc, est-ce que tu penses que justement Meta derrière pourrait se dire on arrête de faire du open source parce que maintenant il y a les Chinois qui nous tombent dessus. Enfin, non, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est vraiment de la propagande parce que le fait qu'en fait on nous dise que déjà c'est regarder la Chine comme une espèce d'enfant qui n'aurait pas compris l'importance stratégique de l'IA et qui n'aurait aucun moyen d'en faire un de modèle. J'y crois pas une seconde. Deuxièmement, si les militaires chinois utilisent un modèle, ils vont utiliser les derniers, donc Llama 3.2 puis pas Llama 2. J'y crois pas. C'est simplement une espèce de coup de butoir à l'encontre de l'engouement qu'il y a derrière l'open source. Et alors, pour le coup, en Europe et en Suisse, on a tout intérêt à ce que l'open source existe. Sinon, on va payer une taxe sur les modèles fermés. Tu vois? Donc, non, je pense que je soupçonne fortement que ça, c'est simplement une manière de protéger l'investissement dans les modèles fermés. On verra avec le long terme, justement. Et toi, tu as déjà utilisé le Llama 3.2, justement, ou pas? Ouais. Alors, on arrive on n'est pas censé, mais en fait, c'est pas impossible, en fait, d'y avoir accès, même si on est en Europe. Okay. Il y en a des tas de variantes. Alors, j'encourage les auditeurs, en fait, à utiliser des outils comme AnySingLM ou GPT4All. On pourra mettre les liens en commentaire, mais il y a des frameworks maintenant qui permettent d'utiliser il y a pléthore de modèles open source. Ils donnent pas tous des résultats qui sont hyper satisfaisants parce qu'en fait, ils sont souvent assez petits. Pour faire tourner ça, en fait, sur un Mac en local, on peut pas faire tourner un trop gros modèle. Un modèle à 70 milliards de paramètres, si tu lui dis esprit es-tu là, il lui faut une demi-heure pour te répondre. En tout cas, aujourd'hui, ça marche pas très bien. Alors, on voit aussi en parallèle l'émergence de modèles beaucoup plus petits qui donnent de bons résultats, mais je pense que d'essayer ces modèles open source, c'est vraiment une manière super chouette de participer à la fête et qu'il faut surtout pas lâcher. Je pense que open source, c'est le mot-clé en fait pour qu'on puisse avoir à la fois un accès à un niveau global à ces technologies pour un coût qui soit mesuré, et aussi une diversité d'acteurs. Parce qu'en fait, un modèle open source, tu peux le prendre et puis le tuner pour une langue particulière, une culture particulière, une application particulière. Donc ça, je pense que ça doit nous donner beaucoup d'espoir et que il faut vraiment pas lâcher. De ce que j'ai entendu comme l'interview qu'avait donné Zuckerberg par rapport à l'open source, c'est qu'ils vont absolument rien lâcher. Et vu le nombre de choses qu'ils publient en open source, ils m'ont l'air de vraiment le faire. Il y a aussi Yann LeCun qui est un mec extraordinaire, un Français, qui est responsable de la recherche chez Meta, qui est un fervent supporter d'open source. Et puis là, on peut vraiment leur être reconnaissant. Pour le coup, là, ils font vraiment quelque chose de bien. Ils ont vraiment l'air de pas lâcher. Je pense si on réfléchit à la situation de Meta, eux, ils ont ces plateformes, donc ils vivent aussi de la publicité, mais pas de la recherche, hein, parce ils ont donc un Instagram, Facebook, etc. Et ils placent des publicités payantes, mais c'est pas parce que les gens cherchent quelque chose, c'est parce qu'en fait ils commentent des trucs et du coup ils peuvent placer une publicité de manière assez fine. Donc en fait, eux, ils peuvent attaquer le marché du search et ils ont largement les moyens de continuer à fournir des modèles open source. Et je pense qu'ils vont le faire.
Et justement, je pense que c'est important hein, de rappeler à tout le monde parce que enfin, nous, on le fait, on a l'habitude de le faire, mais d'utiliser le maximum d'outils parce qu'on ne sait Ouais. pas encore qui est-ce qui va gagner et puis se limiter à ChatGPT d'OpenAI, ça serait un peu bête. Donc, toi, enfin, tu me disais que tu as utilisé Llama 3.2, tu as XAI justement qui sont en train de bosser. Bon, ils n'ont pas Mhm. encore sorti la solution, mais on pourrait dire aussi Gemini de Google, Copilot Mhm. de Microsoft et tout, justement pour avoir cette manière de voir les choses différemment. Et puis, j'imagine qu'il y aura plusieurs LLM sur le marché, plusieurs outils, et que Mhm. chacun d'eux sera assez complémentaire. Et Ouais. C'est absolument le cas. Et en fait, alors je dirais la première chose, c'est d'en utiliser au moins un. au moins un, Parce c'est que, vrai. parce que ça permet de se rendre compte, de vivre cette révolution, puis de ressentir, d'apprécier en fait la magnitude du changement et sa rapidité. Donc, en utiliser au moins un. Et puis après, pour les gens qui veulent aller plus loin, d'essayer de diversifier. Je dirais peut-être ChatGPT, OpenAI, c'est bien. Perplexity, c'est bien. Perplexity.ai. Un troisième qu'on pourrait citer, c'est NotebookLM de Google, qui est une super application qui permet en fait, c'est pas très différent d'un LLM, mais ça permet de mettre une série de documents ou d'articles et puis de discuter avec eux. Je trouve ça vraiment chouette. Et NotebookLM, truc complètement hallucinant. Si on lui mettait 4-5 news, en fait, ils commentent les articles. Puis ils font un podcast avec des voix. Bon, en anglais pour le moment, mais les autres langues vont suivre. C'est vraiment un outil qui est absolument épatant, je trouve. Donc peut-être ces trois, ChatGPT, Perplexity et puis NotebookLM. Et puis après, la troisième étape, c'est si on fait pour un client un système industriel et puis qu'il y a des enjeux de sécurité des données, ou alors plus souvent parce que ChatGPT est quand même assez sérieux avec ça, mais euh, plus souvent il y a peut-être un enjeu de coût. Par exemple, si une entreprise veut mettre à disposition un certain nombre de services qui utilisent des LLM puis qui doivent les faire tourner, il y a un moment où en fait tu peux pas acheter un compte ChatGPT pour tout le monde. Ça commence à devenir un peu cher. Donc en fait, le fait de faire fonctionner cette IA sur tes propres serveurs ou sur un serveur dans le cloud, peu importe, il y a un enjeu de coût. Et puis là, si tu prends un modèle open source, ben, c'est pas du tout le même prix que si tu prends un modèle fermé qui peut-être fonctionnera un petit peu mieux au départ, mais qui à terme deviendra trop onéreux. Donc, il y a toute une série de diversité de réponses à amener en fonction de l'avancement qu'on a. Et il y a un des points aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est justement le fait d'utiliser ces outils, mais on va dire que ces outils, ils sont quasiment gratuits et accessibles à tout le monde. Donc, si Mhm, tout le monde les utilise, eh ben, ça va vraiment être dans notre capacité à réfléchir différemment et à être créatif qui va mhm, pouvoir nous distinguer, en fait. Et justement, on le voit avec beaucoup de personnes qui ont peur d'adopter l'IA parce qu'ils disent, voilà, je vais me retrouver sur le carreau. Mais le fait d'utiliser l'IA, bah, tu vas être empowered, tu vas avoir plus de capacités, plus de choses, mais il faut passer du temps aussi à penser comment utiliser ces outils, comment tu vas te différencier de la masse. Parce que c'est pas mhm. juste, comme tu disais tout à l'heure, enfin, on parlait de formation, c'est pas n'importe qui va se dire, bah, voilà, je vais faire une formation sur l'IA et puis je vais taper dans le chat GPT. Il faut avoir quand même des connaissances approfondies. Et c'est là que les outils, les LLM, eh ben, ils peuvent t'amener plein de connaissances sur différents sujets. Et c'est Mhm. là où tu vas pouvoir te former et puis rester compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, il y a le fait de rester compétitif sur le marché de l'emploi, et puis ça dépend à quel niveau on réfléchit. Si c'est au niveau employé, employeur, chef d'entreprise, entrepreneur, etc. Il y a différents niveaux. Mais je dirais comme individu, en fait, l'IA, les LLM, ChatGPT et consorts, c'est exactement comme le début d'Internet. Puis vous dites non, mais moi, Internet, ça m'intéresse pas. Il faut, je veux dire, et ça va beaucoup plus vite qu'Internet. C'est un bouleversement qui s'impose de manière plus rapide et qui est aussi plus profond. Il y a les deux, hein. Ça va plus vite et c'est plus profond. Donc en fait, je pense, et puis c'est rigolo de jouer avec ces IA. Donc allez-y, essayez, faites des choses.
Après, si vous l'utilisez dans un cadre professionnel, il faut quand même bien faire attention que ce soit, si vous êtes employé, que ce soit OK avec votre employeur. Je sais pas si quelqu'un travaille dans une banque, je sais pas faut être un peu prudent. Donc, ça dépend du contexte. Mais le fait d'utiliser un outil et de jouer avec, ça pose pas de problème si c'est légalement admis par l'employeur. Et je pense qu'il y a peu d'employeurs qui seront fâchés de voir des employés proposer des gains d'efficacité. Si vous arrivez à faire la même chose plus vite, votre patron va être content. Donc, je pense il faut pas hésiter à être dynamique et à utiliser ça. D'ailleurs, je pense que pour un employé, si vous êtes dans une industrie ou une entreprise où en fait c'est totalement interdit, puis qu'on vous en empêche, il faut aussi se poser des questions. À moins que vous fabriquiez des briques, ça va être difficile. Et même là, donc je pense que c'est aussi un signe de bonne santé d'une entreprise que d'embrasser cette vague-là. Donc là, c'est au niveau des gens et des individus. Il faut y aller, se jeter dedans à corps perdu, y consacrer du temps, essayer de comprendre comment ça peut vous aider. Et puis après, au niveau des entreprises, il faut évidemment un plan, mais la première étape, c'est de faire des gains de productivité. Ça, c'est la première chose. Et puis, à mesure qu'en fait, on met en place ces gains d'efficience, on peut dégager des ressources pour faire de l'innovation et puis essayer de comprendre comment la chaîne de valeur dans un business particulier est en train de changer. C'est un peu le commentaire qu'on faisait sur Google. En fait, le business du search, il est disrupté par l'IA. Et même pour Google, qui a disons, lourdement contribué à mettre au point ces technologies, ils ont du mal à trouver un modèle après celui qu'ils ont déjà. Donc, c'est quand même un gros sujet dont il faut que les chefs d'entreprise et les boards se saisissent hier, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et puis, il suffit pas en fait de lancer un chat GPT dans l'entreprise pour espérer que ça se fasse. Ça marche pas tout à fait comme ça. C'est exactement comme les débuts d'Internet. Mettons qu'on soit en 1998 et puis qu'on dise, ouais, bon, ben, on va mettre un accès Internet pour les employés, puis ça va se faire. C'est pas comme ça qu'on construit Amazon ou qu'on fait sa révolution digitale. C'est un premier pas qui est certes important et bienvenu, mais c'est pas suffisant. Je discutais ce week-end avec un ami qui est électricien et justement, il me disait que cet été, il est passé chef de groupe et donc il s'occupe que du management et de l'admin de ses équipes. Et lui, justement, il avait très peu de connaissances. Donc, dans la boîte dans laquelle il a eu zéro formation. Et il me disait, moi, je suis pas super bon en écriture, pour la rédaction et tout. Puis il me dit que voilà, ChatGPT, ça a changé sa vie parce que ça l'a aidé justement à toute cette rédaction et puis aussi à se former au métier de manager. Donc, Mais oui, c'est vrai que quand on est curieux, on peut faire plein de trucs. C'est pas juste de la rédaction. Oui. Et alors, un des trucs que les premières études montrent, c'est qu'en fait, les gains d'efficience, ils sont plus grands pour les gens qui, on pourrait dire, sont un peu moins à l'aise avec l'expression orale ou écrite. Parce que ça permet de reformuler les choses, ça permet d'avoir accès à des connaissances de manière un peu plus facile et rapide. C'est un porte-voix pour les sans-voix, en fait. Ça permet de trouver une voie pour quelqu'un qui aurait pas forcément les outils, le capital social et puis les outils cognitifs pour savoir bien s'exprimer. Donc, oui, c'est surtout si on est mal à l'aise avec, si on est dyslexique, si on n'a pas l'habitude de prendre la parole, si on a du mal à s'exprimer, c'est un outil qui est absolument révolutionnaire. Donc, il faut se jeter dedans et l'utiliser sans hésiter. C'est sûr et certain. J'aimerais parler d'NVIDIA. Donc, eux, ils ont lancé leur propre LLM il y a quelques semaines de ça. Si tu peux nous réexpliquer ce qu'ils font et puis comment tu les vois dans se positionner dans le marché, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un monopole, que personne ne va venir les concurrencer sur les chips, etc. Alors que personne va venir les concurrencer, je suis pas sûr, mais disons le Ok. Nvidia. Alors peut-être on explique juste la genèse de ce truc. Nvidia, c'est une entreprise qui a à peu près le même âge que Intel. Quand on fait fonctionner un ordinateur, on a besoin de toute une série de choses et la première chose qui a émergé comme étant nécessaire, c'est un CPU. Euh, euh, et donc Intel fait donc on appelle ça des processeurs. Il y a eu des microprocesseurs, ça veut dire petits processeurs. Donc c'est un peu le cerveau d'un ordinateur qui en fait sert à différentes tâches. Il a accès à la mémoire vive, au disque dur, donc il peut stocker des informations et il peut faire des calculs.
Puis un CPU, c'est vraiment, c'est tout venant, ça fait un peu tout. Ça permet de faire différentes choses, mais c'est pas une unité qui est très spécialisée. Et puis à ce moment-là, en fait, Nvidia, les gamers s'en souviendront bien. En fait, quand les jeux en ligne ont commencé à arriver, la qualité des graphiques s'est améliorée, le flux des images s'est amélioré. Et pour ça, en fait, il faut faire des calculs un peu particuliers, qui sont en fait des multiplications de matrices, mais des grands chiffres. C'est des multiplications. Et puis, Nvidia, très tôt, en fait, ils ont senti émerger le besoin de faire des processeurs, donc euh, des microprocesseurs. En fait, on peut dire qu'on peut mettre ça dans la même catégorie, qui étaient spécialisés dans les calculs de type graphique en temps réel, et ils ont appelé ça GPU, Graphical Processing Unit. Et puis, ce qu'on a vu émerger dans un deuxième temps, par exemple, dans les PC qui étaient destinés aux gens qui faisaient des jeux en ligne, c'est que vous aviez le besoin d'avoir un bon CPU, en général fait par Intel, qui permet de faire les tâches les plus générales et les plus génériques, et une carte graphique avec un bon GPU, Graphical Processing Unit. Jusque-là, tout va bien, et puis Nvidia commençait à être bien, mais c'était une boîte qui était significativement plus petite qu'Intel, hein. Et tout d'un coup, voilà, ChatGPT rencontre son moment, son public, son marché, c'est la fièvre de l'IA. Et pour que ce soit pour entraîner des modèles d'IA, donc les fabriquer, hein, faire manger à un modèle d'IA la bibliothèque d'Alexandrie et YouTube en entier, en fait, il faut des GPU. Ça se fait pas avec des CPU, ça se fait avec des Graphical Processing Units. Ça va beaucoup plus vite. Et puis Nvidia, qui a quand même un CEO qui avait une vision immense, il saute là-dessus et il commence à développer des chips qui sont plus efficients pour faire de l'entraînement de LLM et le run. Donc, une fois que le LLM est entraîné, il faut le faire fonctionner. D'accord? Et ça, c'est les mêmes chips qu'on utilise. Et du coup, ben, Wang, Nvidia, ils ont les clés du monde parce qu'en fait, tout le monde a besoin de leur GPU. Et ils en ont d'ailleurs aux États-Unis limité l'exportation en Chine. Enfin, ils essayent de ralentir les BRICS en limitant l'accès à ces chips. Donc, pour entraîner des modèles ou faire fonctionner des modèles d'IA, les chips de Nvidia, c'est la clé. C'est vraiment ça qui est utilisé. Maintenant, ils ont des concurrents, hein. Je me fais pas de soucis pour Nvidia parce que le marché est en train de grandir tellement que ça va pas être un problème. Mais il y a Groq, G-R-O-Q, qui fabrique des chips dédiés pour faire, pas pour entraîner les modèles, mais pour les faire fonctionner. Donc, grok.com, il y a un cloud qui est disponible. Tous les modèles open source, ils sont disponibles sur ce cloud et ça marche, mais super bien. En fait, ça permet de faire de l'inférence, donc de faire tourner des LLM de gros calibre de manière très, très rapide. Donc Nvidia, ils ont quand même eu un peu de bol, hein. Tout d'un coup, ça a été l'explosion d'IA. Ils avaient le bon chip, puis pouf, ça s'est envolé. Je trouve intéressant aussi le parcours de vie du fondateur, donc Jensen Huang, qui a émigré, enfin qui est né à Taïwan, qui a émigré aux États-Unis quand il avait 9 ans. Puis donc pendant ses études, il était serveur et plongeur dans un fast-food, je crois qu'il s'appelle Dennis. Et ensuite, à l'âge de 30 ans, il a fondé justement Nvidia. C'est vraiment typique la success story américaine où tout est possible. Et on en parlait dans la précédente vidéo. Où à un moment donné, c'est intéressant de choisir le bon cluster, le bon endroit pour lancer un business, en fait, où tu as des possibilités et peut-être un peu plus d'inclusivité, plus de financement. Donc, j'encourage les auditeurs à plonger un peu plus dans son univers. Ouais, c'est vraiment un gars extraordinaire. Je pense quand même, il a quand même, à mon avis, eu un peu de bol parce que, si tu veux, le fait que tout d'un coup l'IA explose, enfin, c'est quelque chose qui faisait partie de sa vision et qu'il avait toujours dit, mais c'est quand même un nouveau marché qui s'est offert à lui, puis il était en capacité de fournir ses chips. Donc, ils ont quand même eu un peu de chance, mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que l'IA, les premiers développements de l'IA, ils datent d'une cinquantaine d'années, hein, si je me trompe pas. C'est pas quelque chose de nouveau. C'était juste que maintenant, non. il nous manquait les données, la quantité de données pour pouvoir entraîner des LLM. Ouais, et puis l'IA, c'est pas que les LLM, hein. Il y a des tas d'autres.
les LLM, c'est Large Language Model. Ce sont des gros modèles deep learning qu'on a entraînés sur tous les textes qu'on avait à disposition. Et en fait, le pari d'OpenAI, parce qu'au début, ça faisait bien rire et ricaner même, on pourrait dire, les gens, c'est que ils se sont dit, si en fait on a plus de nœuds, donc plus de tokens, donc un plus gros cerveau, si on vulgarise, et puis qu'on y fait ingérer on entraîne avec plus de matériel, alors ça va marcher mieux. Et c'est vrai, on voit, il y a des propriétés émergentes. C'est quand même bluffant de voir à quel point ça permet d'interagir avec un ordinateur sous la forme du texte, etc. C'est absolument bluffant. Et ça, c'est quand même un facteur d'échelle. Alors, il y a eu trois facteurs principaux. Un, on a beaucoup plus de données digitales. Imaginons qu'on n'ait que des livres écrits sur du papier à l'encre de Chine, mais qu'on les ait pas scannés. C'est difficile d'entraîner un modèle si on n'a pas les données digitales. Donc là, maintenant, on a énormément de données digitales. Deuxièmement, on a des chips, entre autres, les chips de NVIDIA qui permettent de faire tourner ces modèles, parce que sinon, ça prendrait beaucoup plus de temps et on n'y arriverait pas. Et puis, troisièmement, on a quand même maintenant le monde entier qui est branché sur Internet, qui a un smartphone, qui a un PC, qui a un laptop. Donc, en fait, on a tous ces gens qui sont disponibles pour utiliser une nouvelle technologie rendue possible par l'abondance des données et la qualité des chips qui permettent de faire ça. Si tu n'as pas tous ces éléments, en fait, ça fonctionne pas. Et c'est aussi pour ça que ça va plus vite. C'est parce qu'en fait, il y a eu la digitalisation, l'avènement d'Internet, l'avènement du web, du smartphone, etc. Puis maintenant, on a des milliards de gens qui ont accès à ces choses, d'accord? Et puis tout d'un coup, on leur fournit une interface qui connaît, allez, le gros des connaissances du monde, puis avec laquelle les gens peuvent interagir en parlant. Ça marche extrêmement bien. L'interface Voice d'OpenAI, elle fonctionne très très bien. Hein. C'est vraiment bluffant. Donc en fait, on peut parler. Et on lui dit, voilà, j'aimerais, enfin, n'importe quoi, que les auditeurs essayent, il faut vraiment essayer. Mais le fait qu'on puisse s'exprimer en langage naturel, c'est vraiment une barrière immense qui est aussi tombée et qui change beaucoup de choses. Surtout, comme tu le disais avant, pour ton ami électricien, si j'ai bien compris, si lui, et je pense pas qu'il sache pas bien s'exprimer, mais il a peut-être pas suivi les études qui lui ont donné le capital social qui l'autorise comme ça à s'exprimer. Hein, c'est souvent aussi ça. Et en fait, ChatGPT et consorts, c'est quand même un tuteur ou un soutien qui donne confiance et puis qui permet en fait de mettre ses idées sur le papier. Donc, c'est une vraie révolution. Il faut pas la louper. Il faut s'y jeter à corps perdu et comprendre comment ça peut vous aider, vous, en tant qu'individu, votre entreprise, en termes de gain d'efficacité et d'innovation. On parlait avant du gouvernement qui veut repérer des signaux faibles dans la population. OK, ça peut être vu comme en Angleterre, où il y a des policiers qui viennent te chercher quand tu as dit une ânerie, mais ça peut aussi, et j'espère, les mauvais côtés, on peut les réguler, mais les bons côtés, en fait, ça peut aussi être une manière, en fait, de repérer des problèmes naissants puis de les adresser plus vite. Oui, c'est vrai. Puis ça en revient à ce que tu dis dans l'éducation, hein, où quand tu faisais une faute, tu trouvais un S, ou Ouais. tu te trompais, on te tombait dessus, un point en moins, etc. Donc, je pense que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, ça redistribue ce pouvoir de s'exprimer à tout le monde. Et ça peut être déconcertant pour le système d'éducation, les profs, où justement les critères de notation, même les critères d'intelligence, ne sont plus les mêmes. Ouais. Disons, ça donne accès à la connaissance de manière beaucoup plus simple. C'est absolument génial. Mais je prends un autre exemple. Par exemple, imaginons que, je sais pas, moi je suis pas médecin, je suis ingénieur de formation, donc il y a des choses que je connais bien, d'autres un petit peu, d'autres pas du tout. Mais j'utilise souvent ChatGPT pour me rencarder si tout d'un coup je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça veut pas dire que je le prends comme un bonnet pour argent comptant puis que je vais pas consulter un médecin. C'est pas ça. Mais en première approximation, pour obtenir une information de base, je trouve ça extrêmement utile. Il faut pas oublier que les gens, en règle générale, ils ont simplement accès à rien. Ouais. C'est ça la réalité. Le statu quo, c'est vrai. Les gens ont accès à rien. On n'a pas tous une immense bibliothèque universitaire à portée de la main, le temps pour aller chercher dedans.
la capacité de comprendre un article qui est peut-être même pas dans la langue qu'on parle le mieux ou qu'on maîtrise, etc., etc. Les articles de médecine sont tous en anglais. Bon, voilà, c'est pas forcément facile à lire. Donc, en fait, ça agit en fait comme un facilitateur d'accès à l'information. Je dis pas que c'est parfait. Bien sûr, des fois, ils hallucinent. Je dis pas qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'un LLM va vous raconter. Mais c'est quand même, me semble-t-il, un bond en avant en termes de capacité à avoir accès aux connaissances de l'humanité qui est absolument fantastique. Je pense qu'on pourrait conclure sur le fait, justement, formez-vous, testez le maximum d'outils possibles, sans gêne, sans aucune appréhension, parce que voilà, il y a personne qui va vous dire c'est juste ou c'est faux, ou je ne sais pas prompter, ou je dois être plus fort là-dedans. Il faut juste tester, puis avec le temps, c'est comme ça que vous allez devenir un peu, on va dire, future-proof, quoi. Pascal, je te remercie. Merci à toi, Younes. Excellente C'était chouette. semaine. À très bientôt. Bonne semaine. Ciao. Ciao.